L'année 2020 s'éclipse, laissant derrière elle un tableau peu reluisant en ce qui concerne les événements qui ont inscrit l'histoire dans le monde. De nouveaux mots ont partagé le quotidien de tous comme confinement, gel hydroalcoolique, masque ou encore distance sociale. Les guerres, les soulèvements ont rythmé la marche du monde. Alors, ils ont marché comme pour piétiner le racisme et l'inégalité. 2020, c'était aussi une année électorale. Des régimes politiques ont été renversés au nom de la liberté. À l'opposé, d'autres ont pu conserver leur hégémonie. Mesdames et messieurs, en 52 minutes, nous passons le monde dans le rétroviseur de l'actualité. Et dans ce tour complet, je suis en compagnie de Gladys Sassou. Exactly, Adele Sivian, Africa, Europe, Asia, the Middle East, and the Americas. It is 2020 in retrospect across the globe and the outlook for 2021. From a deadly pandemic to a global movement for racial injustice or racial justice, political unrest and presidential elections, 2020 saw its fair share of major historic events. So recap 2020 beyond our frontiers with us in 52 minutes. Et pour mieux comprendre donc les événements qui se sont produits ces derniers mois en 2020, et pour faire une analyse, nous sommes en compagnie d'éminents professeurs. À ma gauche, nous avons le professeur Parfait Elundou, il est enseignant de démographie et de sociologie à l'université de Cornell. C'est aux États-Unis. Bienvenue sur le plateau, professeur. Bienvenue, Alain. Alors, à ma droite, nous avons le docteur William Harry Herman. Il est chef de département de paix et de développement de la faculté des sciences sociales et des relations internationales à l'université protestante d'Afrique centrale. C'est un plaisir de vous avoir, docteur. Thank you very much for having me. Well, before we go deep into our discussions, here are some of the major news events that caught the interest of some people this year. L'événement qui m'a le plus marqué, je pense, c'est la crise sanitaire. De par les dégâts que cette crise a pu causer en Afrique et dans le monde. Et je pense qu'au-delà de toute autre actualité politique, avec les élections régionales pour la première fois au Cameroun et les autres élections municipales et législatives aussi. Mais je pense que tout compte fait, ce qui est à retenir, parce que la crise continue de faire des dégâts, c'est le plus grand événement, moi, qui m'a marqué, c'est la crise sanitaire à Covid-19 jusqu'à ce jour. We had the Black Lives Matter that went viral as well. It was all over the news. That caught my attention also. And the way it's been handled, the way the black people, people with black skin, of people of race, are trying to speak out, or we're trying to speak out on the importance. Ce qui m'a encore le plus marqué sur le plan politique, c'est les élections aux États-Unis avec la bagarre de Donald Trump qui a, je ne sais pas qui a eu la peine d'accepter sa défaite. Ça nous a fait penser que la démocratie dans le monde entier n'est pas toujours comme on le croit. On se croirait dans un pays d'Afrique où on est en train de discuter, les opposants contre le parti au pouvoir qui discutent, oui, il y a eu élection, j'ai gagné, je n'ai pas gagné. Il y a aussi, enfin, ce qui m'a aussi marqué, c'est aussi les élections en Côte d'Ivoire. On a vu comment en Côte d'Ivoire, l'opposition qui a été soudée à un moment donné, après les élections, a été disloquée avec la prise du pouvoir, le maintien au pouvoir du président Dramane Ouattara. Some of the news items that caught my attention this year include the death of former Ghanaian President Jerry Rawlings. He was a hero and celebrated leader is considered as a driving force behind Ghana's transition to democracy. It should be noted that he handed power peacefully. This is something that's not very common in Africa, where there is almost always pre- and post-electoral violence. Beaucoup de gens ont vu leur emploi tomber à l'eau. Beaucoup de choses n'ont pas marché durant cette année, comme cela se devait, suite à la crise sanitaire. Donc c'est le principal événement majeur qui a marqué l'année de façon très négative. Much happened in 2020, and as a medical professional, I've been keen enough to follow news surrounding the coronavirus disease. And it's been interesting to see how the
the scientific community has lived up to the challenge brought to it by this COVID-19. And as we all know, vaccines have been developed this year in record-breaking times and have been shown to be efficient against the virus. La pandémie de Covid-19 est donc l'actualité majeure qui a marqué le monde en 2020, comme nous venons de le constater dans cet élément. Alors, plus de 75 millions de cas ont été enregistrés à travers le monde, avec 42 millions de guérisons et plus d'1 million de décès. Professeur Elundou, je vais directement m'adresser à vous. Vous qui vivez aux États-Unis, l'un des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19, est-ce que le monde était préparé à accueillir cette pandémie? Le monde ne pouvait pas être préparé parce que les pandémies de cette envergure ont une récurrence qui est assez limitée dans le temps. La plus récente des pandémies, à laquelle on peut comparer celle du Covid-19, date de 1918 avec la grippe espagnole. Et donc, il y a plusieurs générations qui se sont succédées. Alors, sur un plan historique, il y a une perte de mémoire. Il y a une perte au niveau des infrastructures de réponse qui a fait que le monde, dans son ensemble, n'était pas véritablement préparé. Now, Dr. Ari, let's look at the situation in Africa. Now, experts have praised Africa for their response to the coronavirus, but people seem to be surprised by the response data coming out from Africa. Why? Well, if we said that people seem to be surprised by the kind of data we have in Africa, I think it's simply because of the fact that probably the world has always thought that something good cannot come from Africa. So when the COVID-19 pandemic started, analysts worldwide were saying how, when this thing gets to Africa, and how Africans were going to die in their numbers and so on. But I think that the statistics that we've got is contrary to that. I just want to think that it all depends on the response strategy. I think that the response strategy of many governments in Africa has worked to an extent, contrary to what the world thought. So if people are surprised, it's simply because, okay, maybe for now, something good is coming out of Africa, that we did not die as many as maybe they thought. Exactly. Now, Professor Elundou, you've been in the U.S., a country that was hard hit by the virus. Was it easy coping with the new lifestyle? No, it was extremely difficult for households because most Americans like to lead an open life, and so to be confined was something very constraining. The second thing is that the economy depends on the hustle and bustle of daily business, and you have to have everything being completely open. And so it was very difficult, and you have actually very strong resistance to all these measures of confinement, even though the opportunity to confine was there. I'd like to make a comment regarding Africa's response. It is true that the statistics to date suggest just far lower death rates on the continent. If you take the 1.7 million deaths registered so far, only 2% of these deaths have been registered in Africa, which is far below Africa's count in the global population, which is near 18%. And so the question is why? Why do we have this much lower response? And our colleague is very right that the expectation was to have just a far deadlier count here. And so now, as we try to think about the reasons why the death count is low, initially sort of the skeptics thought it was sort of an undercount of data, that people just did not properly count the numbers. But and then there was sort of the demographic argument that our population is very young. If you look at the death statistics, the death rates are much, much higher among those who are 75 years of age and older. But this portion of the population is very small in our continent. And so for that very reason, we can have as many deaths as elsewhere.
we have at most 1% of people who are 75 years of age or older versus 9% in Europe. The other thing was sort of almost a Darwinian selection. Unfortunately, there's a high death rates at birth. Out of 1,000 babies that are born in Africa, you're going to lose 70 before they reach age 5. And so only the most robust survive. And so between that selection and also the very difficult health environment which we face here, people sort of build strong resilience and perhaps stronger immune systems. Professeur, actuellement, le monde fait face à une seconde vague. Mais en Afrique, on a l'impression, ou alors c'est visible, le masque est tombé. Est-ce que l'Afrique doit baisser la garde? Effectivement, c'est la tendance à la complaisance. Au vu des statistiques que nous avons en ce moment, c'est facile de se laisser aller et se dire, bon voilà, nous avons échappé à cette première vague, mais la deuxième vague n'est pas forcément qualitativement similaire à la première. Et c'est justement l'occasion, maintenant que les populations se sont déjà habituées à l'idée possible d'un confinement, à l'idée possible de porter de masques, de renforcer les mesures pour préserver les acquis. Lorsque j'ai eu l'occasion de voyager et venir ici, j'étais agréablement surpris de constater que les mesures au niveau des ports d'entrée étaient assez rigoureuses. On s'efforçait d'avoir systématiquement toutes les personnes qui entraient, qui étaient testées au port d'entrée, sans exception. Et donc c'est en renforçant ces mesures au niveau institutionnel, mais aussi au niveau des comportements individuels, dans la mesure où c'est possible, que nous allons endiguer la deuxième vague aussi. C'est vrai que cette pandémie, elle a quand même grippé plusieurs secteurs, notamment celui de l'économie, mais il y a quand même de l'espoir, Dr Harry, puisque actuellement le Royaume-Uni, les États-Unis utilisent le vaccin, le Pfizer et le BioNTech. À quand le vaccin en Afrique? Moi, je vais d'abord commencer par le fait que est-ce que nous devrons rester et attendre que le vaccin des États-Unis ou bien de l'Angleterre nous arrive, parce que je pense que nous avons aussi des chercheurs ici en Afrique. Il y a beaucoup de choses qui se font déjà, comme à Madagascar. Il y a le eu Covid organique. Oui, exactement. Et il suffisait, ou bien il suffit tout simplement de faire des recherches, de faire des tests, parce que nous savons que nous avons aussi notre connaissance locale ici. Hein? Nous ne devrons pas, peut-être tout le temps, penser qu'être dépendants, de voir que ce qui est bon va toujours venir d'ailleurs. Donc moi, je ne veux pas dire que quand est-ce que ça va arriver, c'est moi je dirais que les Africains sont au travail, nous avons des centres de recherche, même ici au Cameroun, nous sommes au travail, et sûrement, si c'est le cas du vaccin, nous allons aussi avoir ça ici dans notre pays, mais déjà, je pense que nos gouvernements sont sur la ligne. Now, that's a glimmer of hope for everybody that there is a vaccine. Good news. But then again, even in Africa and Europe, across the world, there is vaccine mistrust. Why? Why do people, how can we rebuild that trust in vaccines? Well, if we say that there is a vaccine mistrust, it also depends on, because if we say like the WHO, right, the kind of information that they pass across the world, because here it depends on, the trust that we should have on these key institutions. I think that the most important thing is just to continue doing the tests and to ensure that some of these vaccines do not have grave consequences, negative consequences on the people. Prof, how do you think we can rebuild the trust? It's really an excellent question. The first is we have to go to the sources of mistrust. And there's a broad spectrum of reasons why people may mistrust vaccines. Some may just be afraid of side effects. Some may just be worried about the cost and see this as a big ploy by big pharmaceutical industries to make more money on the backs of population. And some may, on a more conspiratorial tone, be worried about some hidden agenda where the vaccine is in fact a medium to curb population or to inflict or create other diseases. And so trust, and my colleague is absolutely right, cannot be about the vaccine cannot be separate from trust of the institutions. The institutions that are pushing
The vaccine have to be institutions that are trusted, that can be checked, with people who are credible and who have a long track history of being transparent about how the science is done, how the vaccines are tested, and also about the side effects, so that when you use them, you know exactly what you're being protected or not against. Merci beaucoup à vous, professeur Parfait Lundu, et également au docteur William Haré. On va prendre tout juste une petite transition et lorsqu'on va revenir sur ce plateau, nous allons parler des crises sociopolitiques et manifestations qui ont secoué le monde cette année à 2020. Welcome back. You're watching The World in Retrospect for the year 2020. Now, although the COVID-19 struck the world, other issues were brought to the forefront this year, Kalga. Oui, et il faut le dire à Gladys Assou, on vient d'être rejoint sur ce plateau par le professeur Célestin Tagou. Il est maître de conférences en études internationales avec pour domaine de spécialité et de recherche les questions de paix, sécurité et développement dans le monde en général et en Afrique en particulier. Bienvenue sur le plateau, professeur. Merci beaucoup. Alors, des manifestations ont été observées tout au long de cette année, que ce soit au Nigeria, mais aussi aux États-Unis, avec ces Noirs américains qui militent contre le racisme envers les Noirs, les mouvements de Black Lives Matter qui ont pris de l'ampleur avec le décès de George Floyd. Il a été asphyxié sur le genou d'un policier. À votre avis, est-ce que la vie des Noirs compte vraiment aux États-Unis? Ça, c'est une très bonne question. On ne peut pas limiter à la vie des Noirs. Disons, toute vie humaine compte. Que ce soit aux États-Unis, ou en Afrique, ou en Europe. Ce que Dieu a donné, l'homme n'a pas le droit de prendre. Mais comment expliquer ce racisme qui se vit au quotidien? Parce que, hormis George Floyd, il y a eu des Noirs avant lui et après. Il y a eu également des manifestations qui ont été organisées, notamment à Washington, pour dénoncer justement ce racisme. Le racisme en soi est un phénomène social qui est existant depuis, je peux même dire, la nuit des temps quand les peuples ont commencé à se rencontrer. Maintenant, le racisme anti-noir, c'est-à-dire contre les descendants d'Afrique aux États-Unis, est tout simplement emblématique et symptomatique même. Et je pense qu'on ne peut pas aborder cette question sous une perspective seulement individualiste, mais c'est un problème systémique. C'est un problème systémique. Ça pose la question de la place même de l'Afrique dans le concert des nations, la place du continent africain dans le monde. Parce que derrière l'homme noir, on voit le continent africain. Quelle est notre place? Quel est le rôle que nous jouons? Et comment est-ce que les autres nous perçoivent? Le discours philosophique qui a construit la classification des races depuis l'Occident, depuis l'Allemagne, Hitler, ainsi de suite, continue jusqu'à aujourd'hui. Ça pose le problème de la position géostratégique de l'Afrique, des pays africains au niveau du Conseil des Nations. Okay, Dr. Ari, can protests like we've seen in the US, the Black Lives Matter, even in Nigeria, which even went global, and SARS, can protests be a catalyst for change in Africa and across the globe? Why are people protesting? If people are protesting, it's because there are societal issues. And under normal circumstances, there are institutions in place to take care of all these things. And when the institutions are ineffective, they are unable to take care of these concerns, then that's the beginning of the problem. The social contract is broken. And now people will start to protest because they want their voices to be heard. Especially peaceful protest has brought about change, has brought about, democratic change and so on. But the fact is that we don't want to, I think it's not proper to make it such that the best way for people to make their voices heard is through protest, all right? But when it gets to that level, I think it is something that has to be allowed because in a democratic societies, people have to be allowed to speak. It can bring about change, but only if violence is not employed. Okay. What we are against is violence.
Alors, docteur, au Nigeria, par exemple, c'était des manifestations contre les violences policières, mais c'est quand même inédit en Afrique. Les autorités en place, les institutions qu'on met en place, c'est pour prendre soin des citoyens. Okay. Et donc, même tous ces policiers qui sont là, ils sont là pour la protection des citoyens. Et si maintenant nous constatons une situation que, bon, peut-être c'est le policier même qui est contre le citoyen, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et la population a besoin de faire entendre sa voix. Et bon, ce n'est pas comme si je suis en train d'encourager, n'est-ce pas, ce genre d'action. Okay, Dr. Ari, let me just get you short. Let's hook up with one of a Nigerian who is a media development expert in Nigeria. Who will be joining us now live because he's Aro Leonard. Hello, Leonard. Tell us, what's the situation like now after almost 2 months of protests against the police unit SARS? With regards to the EndSARS, funnily, the EndSARS brought some form of relief. It brought some form of life to what's going on in the country. You know, like I said, people were feeling a lot down and bad. COVID-19 came, compounded the whole situation. But with EndSARS, it was as if there was some form of life coming. It was as if there was some form of hope. And from the way the EndSARS protest was organized, you know, was first of its kind in the world, well organized, without any clear leader. You had young people, you know, bringing entertainment into the whole thing, using digital technology to gather people and organize protests, cleaning up the environment, providing medical services, ambulances, well organized. One of the, you know, I'm sure, you know, the international community didn't expect something like that, you know, coming from Nigeria. You saw a lot of celebrities, world stars coming in. It was trending on Twitter, on everywhere. It was one of the best things. So there was a lot of hope. Yeah, and people felt that, okay, now something is happening. There might be a change. There might be government response and stuff. Very peaceful. Until hoodlums, you know, took over the whole thing, maybe sponsored. Alors Léonard, vous qui nous écoutez depuis Abuja au Nigeria, est-ce que les manifestants sont satisfaits des résolutions apportées au mouvement de protestation dans le pays? Nobody is satisfied yet. Not the protesters, not the... You see, one thing about the EndSARS protest, yes, we had people on the streets protesting, but it was something accepted by majority of the ordinary Nigerians because things were not working well. So we just needed a change, and that was it. That's why it's really unfortunate that the protest turned out the way it turned out, violent at the end of the day. It was just supposed to be simple request for good governance. Let there be change. Let's begin to see positive, you know, things happening. Let the lives of ordinary Nigerians be better. And that was just what it was. So nobody is satisfied with the outcome. In fact, there's really no outcome yet. So we are really just in the process of finding out what the outcome would be. But there's really no outcome. So nobody, not the protesters, not the police itself, because the EndSARS is about also improving the lives of police officers who are earning peanuts and have to go out and get uniforms for themselves and things like that. So nobody is satisfied yet. Well, Leonard, what do you foresee for Nigeria in the year 2021? I'm not too confident about government response, government policies and things like that. I'm not too confident about that because the last couple of years have not given us something really exciting from the government angle. But I'm talking about individuals, Nigerians, taking up the challenge to make the country better. So I see 2021 to be a better year. Merci beaucoup, Léonard, d'avoir répondu aux questions de CRTV News.
Well, we're going to continue with our discussions. Professor Tagu, why is it that conflict seems to be Africa's biggest challenge? We've seen it in Ethiopia against the Tigray people and the Ethiopians because of a presidential election that Prime Minister Abiy Ahmed cancelled due to the coronavirus. But the Tigrayans continued with the election, which made the Prime Minister cancelling it. Why do we keep having conflicts in Africa? It seems to be the greatest challenge for the continent. Oui, sur le plan purement statistique, si on regarde la prévalence des conflits dans le monde et sur les continents, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, ne serait-ce que la plupart des missions de maintien de la paix des Nations Unies, c'est sur le continent. Donc ça, c'est un indicateur qui montre que les conflits sont beaucoup plus prévalents sur le continent. Maintenant, la question de savoir pourquoi. Il y a des problèmes d'injustice dans la répartition des ressources à tous les niveaux. Les conflits sont tout à fait parfois normaux. Partout où il y a la vie, il y a les contradictions, il y a les objectifs différents qu'on poursuit. Mais le plus important, c'est de comment faire que ces conflits n'escaladent pas en violence, qu'on les résolve, qu'on aille vers ces choses qui sont remises en cause et qu'on y trouve des solutions. Avant même de revenir sur ça, je voulais dire les violences policières dont vous avez parlé tout à l'heure, les protestations contre les violences policières qu'on a vues aux États-Unis, au Nigeria. En Afrique, le Nigeria n'est pas un cas isolé. On l'a vu en Afrique du Sud sous l'apartheid, où les gens sont mobilisés pour dire non, ils ne veulent plus accepter ce genre de comportement de ceux qui sont supposés maintenir l'ordre public et qui sont plutôt les fauteurs du désordre public. Revenons un peu sur le conflit en Éthiopie. Quelles sont les conséquences que cette guerre peut avoir sur la corne de l'Afrique, puisqu'on sait qu'actuellement, il y a plus de 50 000 réfugiés tigréens qui sont au Soudan? Oui. Il faut d'abord rentrer dans l'histoire. Le Premier ministre Meles Zenawi, qui était tigrien, qui a fait sortir l'Éthiopie de la période sombre que nous connaissions des années 80 avec la famine, ainsi de suite, a laissé comme une image en Éthiopie de l'homme, de l'un des meilleurs leaders. Malheureusement, pendant son règne de Premier ministre, il a renforcé plus la capacité des gens de sa région, du Tigré, en termes de puissance économique, puissance politique intellectuelle. Aujourd'hui, maintenant, la situation s'est renversée. Celui Abiy qui est là maintenant est d'une minorité. Et les Tigriens ne comprennent pas donc que la place des superpuissances qu'ils avaient sous Mélès, parce que Mélès est célébré en Éthiopie, avait sous Mélès avant sa mort en 2011-2012, est contestée aujourd'hui par une autre minorité, que ce soit Oromo ou bien Amharique. En Éthiopie, les Tigriens sont sur le plan économique et social les plus avancés que d'autres groupes en Éthiopie. Okay, we're going to take a short break, and when we come back, the program continues. 2020 était également une année électorale. On a vu quelques chefs d'État africains, notamment, défier un troisième mandat, les élections qui se sont déroulées parfois dans le calme ou alors générer quelques manifestations. Retour dans l'élément qui va suivre sur les différents calendriers électoraux de l'année 2020. Elections generally have become a key fixture on the African news calendar, and the year 2020 was no different. West and East Africa experienced a number of key presidents that saw incumbents being retained, whilst in Southern Africa, specifically in Malawi, a rerun was won by the opposition coalition candidate. Guinea conducted 3 different votes this year: a referendum on extending presidential term limits, a partial legislative poll, and a presidential poll. The referendum was passed amid tension and widespread opposition protest. That set the tone for the equally bloody presidential poll as opposition protesters clashed with security forces. At the end of the vote, President Alpha Condé was declared winner. Ivorian President Alassane Ouattara was on his way out of the presidency until his prime minister and candidate of the ruling party, Amadou Gon Coulibaly, died. Then the president reversed his quit promise. Days to the vote, main opposition candidates, ex-President Henri Konan Bédié and ex-Prime Minister Pascal Affi-N'Guessan, announced a boycott of the vote. Ouattara pressed ahead despite the clashes and boycott. Expectedly, he emerged winner of the vote with over 94% of votes cast.
In a tightly contested presidential election, Nana Akufo-Addo, an experienced politician and highly successful business magnate, was re-elected for a second term as the President of the Republic of Ghana, beating former President John Dramani Mahama in the December 7 election. Togo held Africa's first presidential vote in February, just in time before the disruption of COVID-19, which forced other countries to postpone or consider postponing their elections. The February 22 poll was the first since constitutional reforms kept the presidential term limit. Incumbent Faure Gnassingbe was declared winner. In May, Burundians went to the polls to elect a new president. The incumbent Pierre Nkurunziza had signaled his exit when the ruling party nominated Evariste Ndayishimiye as its candidate. Malawians voted in general elections in 2019. The vote was annulled by the top court and a rerun ordered. At the end of the keenly watched votes, Lazarus Chakwera defeated incumbent Peter Mutharika. In Ethiopia, all was set for keenly awaited polls till the COVID-19 pandemic struck. The government postponed the polls much to the chagrin of opposition parties. Even as the government imposed a national state of emergency to deal with the pandemic, the Northern Tigray region state defied the postponement and held polls, which were dismissed as a charade by the federal government. Well, we welcome back Professor Parfait Elundolo on set. What's your appraisal of presidential elections in Africa? Is to take a step back and to see what, let's say, at the turn of the century, we thought the historical trend was. And so what happens in Africa with this third mandate in Africa that you just alluded to, but also the stalled and very difficult election in the US is really against the expectation that we had 20 years ago. And so what we're seeing now is not the end of a history, but actually a step back against the trend towards liberal democracies. Now, Prof, you just mentioned something about all actors coming in place to ensure that democracy is visible across the African countries in the African continent. But what exactly should the regional leaders, you can talk about ECOWAS and all the others, what should they do to ensure that, to prevent crises related to power transfer from happening in Africa? Déjà la responsabilité des leaders politiques africains dans ce qui nous arrive n'est pas dégagée, puisque au fond, c'est eux qui sont un peu comme la locomotive de nos sociétés. La difficulté au niveau de nos leaders, c'est de comprendre, certes, on a besoin des institutions fortes, peut-être des hommes forts aussi pour des institutions fortes, mais que la jeunesse aujourd'hui a d'autres attentes. Peut-être que eux, à leur époque, des jeunes, ce n'est plus les mêmes paradigmes qui sont valables. Mieux porter les problèmes des jeunes à leur niveau que certains de nos parents, qui ont aussi fait du bon travail. Prenons un peu l'exemple du Mali avec le push du 18 août dernier. Actuellement, c'est le colonel Mbandao qui est président de transition, mais après 18 mois sont prévues les élections libres. Et quel profil idéal pour diriger le Mali? On va se dire, le Mali, c'est un pays à majorité musulmane. Mais certes, il y a d'autres minorités religieuses qui sont présentes au Mali. Est-ce qu'un État aussi grand, avec une grande partie du Nord, qui échappe complètement à l'emprise de la capitale qui est vers le sud, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager une solution comme en Éthiopie? Parce que tout n'est pas quel est le dirigeant au Mali. Tout c'est quelle est la structure, le système de gestion de la cité. Ils sont engagés dans la décentralisation. Mais est-ce que cette décentralisation a été implémentée comme il le fallait pour que les problèmes, le principe de solidarité administrative soit respecté au niveau des régions? Maintenant, la nouvelle donne djihadiste que d'essayer de les élever pour dire voici le prototype du leader qu'il faut au Mali. C'est très complexe. Alors, on va donc directement prendre la direction de Bamako au Mali, où nous tentons de retrouver Boukari Sangaré. Il est consultant des questions d'extrémisme violent. Bonjour Boukari, si vous nous recevez à l'instant, après 2 mois de turbulences liées à la transition politique dans le pays et à la formation du gouvernement, quelle est la situation actuelle
au Mali. Bonjour et merci Adèle pour cette invitation. Bonjour également à tous les membres du panel sur le plateau actuellement avec vous. Après ces mois de turbulence et d'instabilité qu'a connu le Mali, il y a eu des avancées notoires. Par exemple, tous les organes de la transition ont été mis en place. On a un gouvernement mis en place, on a le Conseil national de la transition qui a été mis en place. Le président a été nommé et le vice-président aussi. Alors, mais néanmoins, il faut quand même noter que les causes de l'instabilité de cette turbulence dont vous parliez tantôt persistent jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'action concrète entamée par la transition pour lutter contre la corruption, alors que sur cette question, on se souvient que le jour de l'investiture du président de la République, il a tenu un discours dur, un discours très apprécié par la population malienne sur la lutte contre la corruption, l'impunité et la gabegie. Donc jusqu'à présent, on n'a pas vu d'action concrète pour lutter contre la corruption et aussi la question de l'insécurité qui est en tout cas problématique. Alors, 4 ministres stratégiques, dont la défense, la sécurité, l'administration territoriale et la réconciliation nationale, sont confiés à des militaires. Pourquoi ce choix? Pourquoi ces hommes? Oui, Adèle, moi je pense que le CNSP est l'auteur du coup d'État. Donc, il est tout à fait normal qu'il puisse garder les postes ou les ministères stratégiques dans le gouvernement qui sont entre autres la défense, la sécurité, l'administration territoriale. Et si vous prenez ces ministères, il y a 3 ministères qui sont occupés par les membres du CNSP, qui sont la défense, la sécurité et la réconciliation nationale. L'administration territoriale aussi est occupée par un militaire, un officier, un colonel, qui n'est pas membre du CNSP, mais qui est proche des membres du CNSP et qui a été nommé par le CNSP. Donc, quand vous prenez la feuille de route, ce sont en tout cas ces 4 ministères qui doivent mettre en œuvre l'essentiel des actions prioritaires de cette feuille de route. En plus, bien entendu, du ministère de la refondation de l'État, qui est aussi occupé par un proche du CNSP. Donc je déduis que c'est pour opérer les changements promis lors de leur adresse à la nation après le coup d'État du 18 août. Well, Boukari, after ECOWAS relieved Mali of the sanctions they placed due to the crisis, what relationship is Mali having with the other countries in the sub-region? Je pense que le Mali entretient de très bons rapports avec ses voisins. D'ailleurs, si vous constatez, le président de la transition depuis sa nomination a fait des voyages, des tournées officielles. Et il s'est rendu dans 7 pays de la CEDEAO, ou en tout cas dans 7 pays voisins qui sont pratiquement tous membres de la CEDEAO. En novembre, il a voyagé dans 4 pays, dont le Ghana, le Togo, le Bénin et la Guinée-Bissau. Donc pour la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry, il a assisté aux investitures. Alors Boukari, on sait que la sécurité dans le nord du pays reste jusqu'ici très préoccupante. Comment est-ce que l'État va-t-il s'y prendre pour ramener la stabilité dans cette partie du pays? Pour ramener la stabilité dans le nord du pays et dans le centre du pays, je pense que l'État doit dialoguer avec le groupe, comme ça a été prévu et annoncé par le gouvernement de transition et d'ailleurs bien avant la mise en place de la transition. L'État doit aussi encourager les initiatives de dialogue au niveau local, au centre du Mali surtout, et prendre des mesures pour démanteler les groupes et les milices de défense. Merci beaucoup à vous, Boukari Sangaré, d'avoir répondu aux questions de CRTV News. Je rappelle que vous êtes consultant des questions d'extrémisme violent. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Adèle. Je profite de l'occasion pour souhaiter bonne et heureuse année à tous sur le plateau.
Well, welcome back. If you're just joining us, this is a recap of 2020 Beyond Our Frontiers. And now we are going to talk about the U.S. presidential election. And with our reporter, Eric Launa, let's take a look at how the election went on November 3. À bien des égards, l'élection présidentielle américaine de 2020 a battu tous les records. Déjà, la longueur de ce dépouillement a beaucoup surpris. Cela a alimenté le soupçon pour les partisans du président sortant, Donald Trump, les plus acharnés. Le président l'avait anticipé dans ses discours au tweet depuis plusieurs mois, semant le doute. Le vote des grands électeurs de Californie étant remporté très largement par Joe Biden avec plus de 63% des voix, a permis aux démocrates de franchir la barre des 270 suffrages synonymes de victoire. Malgré cela, Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite. Ce qui est sûr, la transition s'annonce peu cordiale. Jusqu'à la prise de fonction de Biden le 20 janvier prochain, Trump est toujours le président en exercice. Il peut continuer de prendre des décisions. Il a d'ailleurs limogé son ministre de la Défense et bien d'autres membres de son équipe. Mais de toutes les manières, la transition se fera, quoi qu'il arrive. Alors on l'a tous vu, Biden a pu maîtriser les trompes de Donald Trump. Quelle stratégie, professeur Elundu, d'après vous, a usé le 46e président Joe Biden pour réussir, pour arriver à ce résultat? Disons qu'il y avait un certain nombre de conditions favorables pour Joe Biden pour monter au poste de président. Les atouts personnels, c'était qu'il était un personnage lisse, donc il arrivait à, sinon rassurer, mais de ne pas inquiéter aussi bien la droite que la frange progressiste du parti de gauche. Donc, en jouant l'équilibre plus ou moins harmonieusement entre les deux partis, il a réussi à se frayer un consensus qui était suffisant pour remporter la majorité. So many people were concerned about the elections, or people are always interested about elections in the United States. So this year's results, what implication does it have on other countries, be it in Europe or in Africa? Oui, les élections aux États-Unis ont toujours intéressé tout le monde entier parce que la position de l'Amérique compte à tous les niveaux et l'option qu'ils prennent pour l'avenir du monde influence les autres aussi. Quand une grande puissance comme les États-Unis se retire de l'organisation, traité de l'accord de Paris, l'UNESCO, ainsi de suite, ce n'est pas bien pour le monde, ce n'est pas rassurant pour le monde et ce n'est pas aussi rassurant pour le commerce. Ce qui est paradoxal dans ce qui se passe aux États-Unis, c'est que Donald Trump, qui est un businessman, quelqu'un qui a passé sa vie à faire que du business, il vient et il bat en brèche les principes du libéralisme sur le plan international. Il ferme les frontières, il met les droits de douane, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois que ce qui est le coup de grâce qu'il a eu, c'est la mauvaise gestion de la COVID-19. Quels sont les dossiers qui vont attendre le nouveau président qui va prêter serment le 20 janvier prochain, Joe Biden? Quels sont les dossiers qui l'attendent sur la table? Le dossier le plus pressant, c'est la pandémie. Malgré toute la toute-puissance des États-Unis, ils ont été le pays le plus frappé. Malgré tout l'arsenal de santé militaire, technologique, ils ont été le pays le plus frappé, donc c'est le dossier le plus urgent. Maintenant, au niveau de la politique nationale interne, il faut qu'ils trouvent les emplois aux Américains. Il faut que le dossier, le problème de racisme soit réglé. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Peut-être en colorant son administration comme il est en train de faire, et aussi renforcer la capacité de nos frères américains qui sont là-bas au niveau de l'éducation. Maintenant, au niveau extérieur, c'est de faire rentrer les États-Unis dans le Conseil des Nations, puisque les États-Unis étaient sortis. Professor Elundu, Donald Trump has been in denial. Even if he's accepting it deep down, we know he's not prepared to leave the White House. What should we expect, or how do you think he, as an outgoing president, should behave? Well, exactly like he's not behaving. I think there's a tradition in the U.S. of not only peaceful but civil transition, where the outgoing president makes it a personal duty to show the ropes to the person who's coming in and just to
share all the intelligence they have about the world and the pressing questions so that the next president can be successful. Because it's not about the success of an individual, and it's the success of a nation. And so the charge at that point is, it's really one of the most humbling tasks for an outgoing president, to rise above your personal loss and put the country on a path to succeed. Merci beaucoup à vous, professeur Célestin Dakou, d'avoir répondu à l'invitation de CRTV News. On va prendre une petite respiration et lorsqu'on reviendra sur ce plateau, nous allons recevoir Eric Laouna qui viendra nous donner les informations de l'actualité qui s'est également déroulée en 2020 en Afrique, mais également dans le monde. Welcome back on set and welcome to joining us. We continue, and this time around we are talking about other news events that marked the year 2020 across the globe. And also we had some sad news. We lost some of our leaders, some of our African, European and great leaders in the world. We lost them this year, and also had some other unforeseen circumstances that has taken the life of so many. And to talk more about this, we are now welcoming Laouna. Thank you, Gladys Asungwana. Merci au généreux panel réuni dans le cadre de cette rétrospective internationale sur le plateau de CRTV News. Et comme vous l'évoquiez naturellement, dans le cours de l'actualité majeure sur la sous-région Afrique centrale, les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEEAC, étaient dans la capitale gabonaise, à Libreville. Justement, ils s'étaient réunis dans le cadre des 18e sessions ordinaires du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu le 27 novembre dernier dans la capitale gabonaise. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. Et naturellement, dans le cours de ces différents sujets développés dans le cadre de ce sommet, on pouvait évoquer notamment la passation du témoin entre le président entrant en exercice de la CEEAC, à savoir le Congolais Denis Sassou Nguesso, qui prend les rênes de la CEEAC en remplacement du président gabonais, le président Ali Bongo Ondimba. Now, away from that, what other issues made the year 2020? You're right to say it, Gladys Asungwana. The year 2020 was a little bit special with the spread of COVID-19. Avec beaucoup de pincements au cœur, on a vu le départ de nombreux leaders sur le continent africain, notamment le Mali, qui aura été principalement secoué, avec pas moins de 2 de ses anciens chefs d'État qui ont quitté définitivement la scène, le premier président du Mali et également le très célèbre président Amadou Toumani Touré, qui aura quitté la scène au cours de cette année 2020. Non loin de nous, le Ghana a également été endeuillé avec le président Jerry Rawlings, qui aura également quitté la scène dans le cours de cette année 2020. Toujours sur le continent africain, on a noté récemment le décès du premier ministre des Swatini, l'ancien royaume du Swaziland, qui aura également quitté la scène dans le cours de cela du fait du Covid-19. Le Burundi également aura été lourdement secoué avec le décès du major Pierre Buyoya, ancien président de la République du Burundi. Nous le savons naturellement, toujours cette année 2020, le président sortant du Burundi, à savoir le président Nkurunziza, a également quitté la scène internationale. Il est décédé et nous savons bon nombre de leaders ont quitté la scène au-delà de la sphère politique, notamment avec le départ de Diego Armando Maradona, le footballeur planétaire. À tous ces hommes politiques et ces hommes du monde politique à qui nous rendons un vibrant hommage suite à leur décès en cette année 2020. Merci beaucoup, Eric Laouna. Alors, professeur, je me retourne vers vous. 2020 s'en va. L'année 2021 s'annonce. Comment est-ce que vous voyez l'année qui arrive dans le monde? 2020, s'il fallait résumer cette année, c'est un peu l'année du pessimisme et de l'humilité.
il était question de prendre des objectifs ambitieux pour toute la planète, d'accroître le développement, réduire la pauvreté, ne laisser personne derrière. Voilà 2020. L'espoir, c'est que, ayant tiré quelques-unes des leçons de cette année, avec le début des résolutions de la Covid-19, avec des efforts de contenir les soubresauts de la rue, nous allons nous acheminer avec un peu plus de sérénité vers une année 2020 qui, je l'espère, sera beaucoup plus paisible. Une année 2021. 21, plus heureuse. Prof, with your remark, we are going to now look at how, or our expectations, some of the things that will be coming up, we are expecting for the year 2021. Plusieurs grands événements sont dans le viseur de l'actualité du monde en 2021. Commençons par la Chine qui va accueillir dès le mois de janvier une équipe scientifique mise en place par l'Organisation mondiale de la santé afin d'enquêter sur les origines du virus qui a déclenché la pandémie de coronavirus. Pendant ce temps, la France connaîtra la première phase de sa campagne de vaccination à partir de janvier. Celle-ci ciblera d'abord une partie de la population à risque, les personnes âgées en établissement, notamment dans les EHPAD, ainsi que le personnel susceptible de développer une forme grave de la maladie. Le divorce sera définitivement prononcé au 1er janvier 2021 entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, sans nouvelle prolongation. 4 ans après le référendum, le Brexit est toujours autant d'actualité. Sorti officiellement de l'Union européenne le 1er février dernier, le Royaume-Uni a mis fin à sa période de transition le 31 décembre 2020. À cette date, toutes les modalités concernant, entre autres, l'entrée des étrangers sur le territoire et les échanges internationaux doivent être fixés. Aux États-Unis, le président élu Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris prêteront serment au Capitole le 20 janvier 2021. Ce sera lors d'une cérémonie historique qui inclura des protocoles de sécurité et sanitaire très stricts. Le 46e président américain promet de prononcer un discours qui encourage ses compatriotes à s'engager à porter un masque pendant 100 jours afin de combattre la propagation du virus. Sur le sol africain, c'est une année électorale qui s'annonce. Commençons par le Tchad. Le maréchal Idriss Déby Itno donne rendez-vous à ses opposants en avril 2021. L'élection présidentielle est fixée au 11 avril et les législatives, déjà prorogées depuis 5 ans, auront lieu le 24 octobre de la même année. Sur les 13 candidats qui ont déjà déclaré leur candidature, seuls 2 ont déjà participé à une présidentielle. En République démocratique du Congo, Denis Sassou Nguesso est candidat à sa propre succession. Il a été désigné sans surprise par les 17 partis qui composent sa majorité présidentielle. Le rendez-vous est donc pris en 2021. Pour finir, la COP26 se tiendra du 1er au 12 novembre 2021 en Écosse. Il s'agit d'une conférence internationale organisée par les Nations Unies. Une conférence de Glasgow sur les changements climatiques va réunir les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'organisateur est le Royaume-Uni en partenariat avec l'Italie. And it is with that report that we put a cap to this program, and we want to say thank you to all those who contributed to making this program a rich one, to our collaborators from countries beyond our frontiers in Mali, Bukari, and also in Nigeria, Leonard. We say thank you, and to our guests, Professor Tagu and Dr. Arey, who were here with us. We say thank you, Kalga. Oui, merci également, professeur Parfait Elundou. Merci également à tous nos invités ici sur le panel. Merci à vous, Eric Laouna, mesdames et messieurs, de votre attention. Merci. C'était Le Monde dans le rétroviseur.